Je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une recherche que j'ai réalisée tout récemment pendant mon parcours doctoral à l'Université de Montréal. Et cette étude, elle porte sur l'expérience collégiale des jeunes adultes québécois issus de l'immigration. Ce qui est intéressant dans cette recherche, c'est que je me suis appuyée sur leur expérience personnelle et que je leur ai donné voix afin de faire ressortir leurs besoins en tant qu'étudiants issus de l'immigration. En fait, dans cette présentation, je veux surtout qu'on prenne le temps de comprendre ces jeunes et de voir comment on peut leur offrir un espace où ils se sentent pleinement à leur place, ce qui va contribuer à favoriser leur réussite scolaire. Pour commencer, nous évoquerons le but derrière cette recherche, donc l'objectif général que je poursuivais en entamant une telle démarche. Nous présenterons ensuite certaines caractéristiques relatives aux participants à l'étude, qui sont les jeunes adultes québécois issus de l'immigration. Et nous aborderons ensuite, à partir des résultats de la recherche, leur expérience au Cégep, en portant une attention particulière aux rapports interethniques et aux défis auxquels ils sont confrontés. Par la suite, il s'agira d'exposer leurs besoins en termes d'inclusion au Cégep et nous fournirons quelques recommandations. Bon, tout d'abord, en effectuant cette recherche, notre objectif était de comprendre comment les jeunes adultes québécois issus de l'immigration perçoivent l'influence de leur expérience socio-scolaire au Cégep sur leur construction identitaire ainsi que sur leur rapport interethnique. Aussi, je cherchais à savoir qu'est-ce qui favorise ou freine leur inclusion, et ce, dans le but de proposer des pistes d'action concrètes pour mieux les soutenir dans leur réussite scolaire et sociale. Les participants étaient 14 jeunes adultes québécois issus de l'immigration, âgés de 22 à 34 ans, qui sont nés au Québec ou qui ont émigré au Québec très tôt dans leur enfance et ont effectué toute leur scolarité ici. Et lors des entrevues, tous ces jeunes adultes avaient terminé leurs études collégiales. Euh, Notre intérêt a été porté sur des personnes issues de la deuxième génération d'immigration et la génération 1.5. Pourquoi on s'intéresse à cette population en particulier? Parce que, contrairement à leurs parents, qui sont des immigrants de première génération, ces jeunes de deuxième génération n'ont pas eux-mêmes immigré et n'ont pas été confrontés aux mêmes difficultés que la première génération, telles que l'adaptation à un nouveau système scolaire ou l'apprentissage de la langue du pays d'accueil. Donc, ils sont nés ici, au Québec, et ce ne sont pas des immigrants. Cependant, bien qu'ils soient nés et scolarisés ici, ils vont grandir en portant les conséquences sociales, culturelles et symboliques du projet migratoire familial. Ils vivent donc une expérience singulière qui est marquée par des tensions entre leurs différentes appartenances. On parle ici de leur appartenance à leur pays d'origine et leur appartenance au Québec. Et ces appartenances vont varier selon que les jeunes se sentent valorisés ou dévalorisés, inclus ou exclus dans la société d'accueil et dans les lieux d'interaction, comme dans les institutions scolaires, au cégep notamment. Si, par exemple, en contexte scolaire, on demande à un étudiant de mettre de côté certains aspects de sa culture ou qu'on lui montre qu'un certain aspect de sa culture dérange, OK, on risque alors de créer premièrement un malaise ou une perte de confiance. On risque de diminuer sa motivation ou sa participation. Et on pourrait aussi limiter sa capacité à s'exprimer pleinement ou à apprendre. Il faut savoir que la langue d'une personne et sa culture représentent son identité. Euh, et quand on dévalorise à travers certains commentaires ou pratiques leur langue ou culture, ils vont ressentir donc une sorte de rejet, comme si leur langue ou leur culture dérangeait. Ça devient alors très difficile pour eux de participer activement au processus d'apprentissage euh, et de s'y investir avec confiance lorsqu'ils ressentent un tel rejet. Par exemple, il y avait une étudiante qui disait pendant les entrevues, OK, qu'elle avait un prof qui passait des commentaires implicites sur les immigrants en disant qu'ils devaient s'intégrer davantage au Québec. Et il parlait de manière à montrer que l'immigration constituait une menace pour l'identité québécoise. Et donc, elle, cette étudiante, elle était dérangée par ces propos que disait le prof. Alors, dès qu'elle rentrait en classe, elle avait moins envie de s'engager et de participer. Dès qu'elle arrivait en cours, elle couchait sa tête sur son pupitre et était moins attentive à ce que le prof disait.
Pour elle, c'était une façon de s'opposer au prof, une façon de montrer son mécontentement, mais sans le confronter directement. Elle ne voulait pas créer de malaise jusqu'à la fin de session. C'est donc dans ce sens que ça peut amener une démotivation et briser la confiance entre l'intervenant et l'étudiant. Maintenant, nous allons examiner l'expérience socio-scolaire collégiale en mettant en lumière les facteurs d'inclusion et d'exclusion. Et dans cette même partie, nous allons présenter des pistes de solutions que les participants ont eux-mêmes évoquées pour favoriser l'inclusion des étudiants issus de l'immigration. En fait, la plupart des participants considèrent que le cégep les a surtout enrichis en matière de connaissances, sans pour autant favoriser chez eux un attachement particulier à la langue française et à la culture québécoise. Pour eux, les cours se concentraient surtout sur la transmission de savoir et d'informations, mais sans aborder spécifiquement la réalité contemporaine québécoise. Maintenant, on va voir comment certains facteurs déterminants au cégep ont influencé leur rapport à la culture québécoise, ainsi que leur sentiment d'inclusion ou d'exclusion au cégep. À cette étape, c'est important de mentionner que nous, notre but, c'est pas d'évaluer le cégep en tant qu'institution. Ce qu'on retient ici, c'est vraiment le point de vue des participants selon leur propre expérience. Premièrement, pour ce qui est des activités et cours visant à conscientiser sur les enjeux interculturels, les participants considèrent que peu d'initiatives étaient mises en place pour sensibiliser les étudiants à ces enjeux. Seulement 3 participants ont mentionné avoir assisté à des cours où les questions interculturelles liées à la réalité québécoise étaient évoquées. Deuxièmement, il y a les activités parascolaires. Euh, les activités parascolaires telles que l'improvisation, les sports d'hiver ou les spectacles se sont révélées être des opportunités clés pour encourager les rencontres interculturelles entre les Québécois francophones et les Québécois issus de l'immigration. Ces expériences ont offert aux étudiants la possibilité de se côtoyer dans un cadre informel, ce qui a permis à nos participants de découvrir certains aspects de la culture québécoise auxquels ils n'auraient peut-être pas été exposés autrement. Donc, les activités parascolaires ont vraiment été l'occasion pour les étudiants issus de l'immigration de se familiariser davantage avec la culture québécoise. Troisièmement, pour ce qui est du rapport ou du lien entre les différentes communautés au cégep, plusieurs participants issus de l'immigration m'ont expliqué qu'ils avaient eu de la difficulté à se mêler aux Québécois francophones en arrivant au cégep. Et pourquoi? Dans le fond, en fait, ils arrivaient souvent d'une école secondaire très multiculturelle où la diversité faisait partie de leur quotidien. Pour eux, au cégep, c'était la première fois qu'ils étaient entourés d'autant de Québécois francophones. C'était donc nouveau pour eux. Ainsi, même si pendant les cours, ils étaient mêlés aux Québécois francophones en raison des travaux d'équipe, ils retournaient à la fin des cours vers leurs amis habituels. Et d'un autre côté, il y a eu au contraire d'autres participants qui se sont davantage mêlés aux Québécois francophones et ont eu l'occasion d'apprendre à les connaître davantage et à tisser des lieux amicaux très profonds avec eux. Il y avait donc au Cégep une plus grande proximité entre les personnes issues de l'immigration et les Québécois francophones, ce qui favorisait un certain rapprochement entre les personnes de différentes cultures. Quatrièmement, pour ce qui est de l'influence des intervenants et enseignants dans la construction et déconstruction des stéréotypes à l'égard de certains groupes, en fait, ce que nous avons constaté dans ma recherche, c'est que au niveau collégial, les étudiants ont entendu des propos qu'ils considéraient racistes ou stéréotypés, ce qui a eu un impact sur leur sentiment d'inclusion et leur engagement. Certains commentaires étaient exprimés par des enseignants en tant qu'opinion sur des situations particulières ou des sujets précis. Et ces commentaires étaient porteurs de préjugés ou de stéréotypes à l'égard de certains groupes, et cela dérangeait les étudiants qui s'identifiaient à ces groupes. Il y a plusieurs types de commentaires qui, en apparence, peuvent sembler anodins, mais qui peuvent être lourds en vérité pour ceux qui les entendent.
Le premier exemple, c'est une participante qui disait, en parlant des immigrants de manière générale, l'enseignant a dit, on est chez nous au Québec, vous vous adaptez à nous. C'est un commentaire très récurrent que les personnes issues de l'immigration entendent souvent. Mais pourquoi ce type de commentaire est discriminatoire? En fait, car ces commentaires prennent souvent racine dans une perception de l'autre qui est issu de l'immigration comme étant différent, voire comme une menace pour les repères culturels ou identitaires de la majorité. En d'autres mots, ce commentaire renvoie à l'idée que la diversité est tolérée à condition qu'elle s'efface. Dans un contexte éducatif, cette posture est particulièrement problématique car elle contredit le principe d'inclusion, de dialogue interculturel et de reconnaissance de la pluralité. Le message qu'on envoie ainsi aux étudiants minorisés est que leur présence est conditionnelle, ils ou elles doivent mériter leur place en s'adaptant à un modèle culturel dominant. Et ce type de discours peut nuire au sentiment d'appartenance et au climat de confiance qui est nécessaire à l'apprentissage. On a une seconde participante qui affirme, et je la cite, les profs, parfois, ils montrent qu'ils ont une mauvaise perception de certaines cultures et religions et ils le montrent ouvertement devant leurs étudiants. J'avais un prof qui parlait de la situation dont les médias ont beaucoup parlé quand c'est arrivé, où, une fois, une juge a refusé d'écouter une dame qui avait fait une demande à la cour parce que cette dame était voilée. Et le prof montrait qu'il adhérait à cette vision de la juge. Je trouvais que c'était pas normal que le prof approuve une telle action discriminatoire. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette situation, justement, on en avait beaucoup parlé dans les médias à l'époque. Et justement, ce prof donnait son opinion sur le fait qu'une juge a refusé d'entendre en cours la cause d'une femme qui portait le hijab. Et là, l'enseignant disait que c'était légitime de ne pas écouter une femme en cours parce qu'elle porte le hijab. Euh, et donc, en soutenant publiquement cette décision, l'enseignant approuvait en quelque sorte un geste grave, qui est celui de refuser d'entendre une femme en justice en raison de son style vestimentaire. Un tel discours contribue à normaliser et à renforcer les stéréotypes autour du hijab en laissant croire que c'est un signe problématique plutôt qu'une expression personnelle. Et dans le monde éducatif, ces dynamiques ont plusieurs conséquences concrètes. Elles peuvent marginaliser les élèves, affecter leur confiance et leur participation, normaliser des préjugés et entraver les efforts pour créer un milieu scolaire inclusif et respectueux de la diversité. Euh, En fait, dans ma recherche, vous pourrez le constater si vous consultez la thèse, il y a beaucoup d'exemples. En fait, les personnes issues de l'immigration ont vécu plusieurs situations racistes à cause de leur couleur de peau, leurs cheveux, leur nom et leur style vestimentaire. Mais au cégep et dans le contexte de cette recherche précisément, c'était surtout le hijab qui faisait discuter, probablement parce que c'est un sujet d'actualité et on en parle aussi énormément dans les médias. Mais aussi, dans le cas contraire, il y a trois participants qui ont évoqué des modèles d'intervenants qui déconstruisaient les stéréotypes associés à certains groupes. Ces enseignants ont marqué la trajectoire collégiale de nos participants dans la mesure où nos participants sentaient que leurs expériences quotidiennes étaient prises en compte et que ces intervenants tentaient de sensibiliser les autres étudiants à ces enjeux. Voici le témoignage d'une participante qui parlait de son enseignante qui conscientisait les étudiants. Et la participante, elle affirme, et je la cite, j'ai eu une prof que j'ai beaucoup aimée. J'ai une grande admiration pour elle. Elle était québécoise et elle nous amenait à essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne qui a une culture différente. Elle abordait des sujets directement liés à notre réalité, comme la pauvreté, les guerres. Elle nous amenait à comprendre des conduites humaines qu'on ne comprenait pas toujours. Elle voulait déconstruire les stéréotypes sur les différentes populations. Par exemple, elle disait que les femmes portant le hijab ne le portaient pas par soumission. C'est drôle parce que la journée où elle en avait parlé, c'était la journée où, en allant au cégep, sur le chemin, un homme m'a interpellé dans la rue en criant « Retourne dans ton pays, t'as pas ta place ici ». Et il l'a répété deux fois.
Le fait que la prof ait abordé le sujet par hasard cette même journée m'a en quelque sorte confortée. Donc, ces intervenants ont vraiment marqué les étudiants et ont réellement favorisé leur inclusion et ont créé chez eux un sentiment de confiance. Dans ces classes, les étudiants se sentaient vraiment compris et à leur place. Aussi, dans le cadre de cette recherche, nous avons jugé pertinent de questionner nos participants sur ce qu'ils considéraient comme essentiel à mettre en place dans les cégeps afin de favoriser l'éducation interculturelle, l'inclusion et le rapprochement entre les différentes communautés. Et voici quelques-unes des solutions proposées. Premièrement, une des solutions était informer quant aux journées importantes chez les différentes communautés. Une participante disait, et je la cite, quand il y a des journées importantes pour certaines communautés, c'est important d'en parler et de conscientiser. Parler du mois de l'histoire des Noirs, c'est important. Parler du Ramadan, c'est important. Que ce soit pas juste que les gens savent qu'il y a ça, sans savoir vraiment en quoi ça consiste. Parfois, ils ont une mauvaise conception de ce que c'est et ça leur crée des craintes. Il y a déjà une fille qui m'a dit pourquoi il y a le mois de l'histoire des Noirs et pas le mois de l'histoire des Blancs. Et c'était une collègue. Le fait d'expliquer aux gens, ça enlèverait beaucoup de leur ignorance. Donc, dans le fond, cette étudiante, elle suggérait d'informer quant aux journées importantes chez les différentes communautés. Mais maintenant, comment on peut faire ça concrètement au cégep en tant que prof ou intervenant auprès des étudiants? On peut, par exemple, dans un cours, présenter la journée dont on veut parler de manière brève, comme 5 minutes, avec un fait marquant, une anecdote ou un témoignage étudiant. On peut aussi impliquer les étudiants dans la préparation. Par exemple, on met ensemble un étudiant québécois francophone et un étudiant issu de l'immigration qui vont préparer une mini-explication. Ici, on voit l'importance de mélanger les différents groupes culturels ensemble afin de favoriser les liens entre eux. On peut aussi créer un calendrier des cultures dans un corridor où chaque communauté peut ajouter les dates importantes et où des profs passent parfois avec leur groupe. Deuxièmement, parler de l'actualité. Une participante insistait sur le fait que lorsqu'il se produit des événements dans l'actualité, il est crucial d'en parler à l'école et de ne pas faire semblant que rien ne s'est passé. Elle prenait comme exemple la mort tragique de George Floyd pour montrer à quel point ces discussions sont importantes pour comprendre ce que vivent certaines communautés et pour créer un espace où les étudiants peuvent exprimer leurs sentiments et réflexions. Elle, ce qu'elle disait, et je la cite, c'est dommage, car toi, en tant qu'être humain, tu vois ce genre de choses et c'est quand même assez violent. Puis là, toi, tu dois continuer dans ton quotidien comme si de rien ne s'était passé. On dirait que les gens ne comprennent pas que tu peux être affecté par ça. Je pense qu'on veut discuter. On est prêt à donner de l'info et montrer qu'on est ouvert à communiquer avec les autres pour qu'ils en apprennent davantage, mais eux, ils doivent être plus réceptifs. Ça, c'était donc le témoignage d'une participante. Elle souligne donc ici l'importance de parler de l'actualité. Mais comment on va faire ça concrètement? OK? En fait, on va mettre un cadre pour éviter l'inconfort et guider le dialogue, car certains sujets peuvent être sensibles. On peut donc, au début d'un cours, par exemple, donner 3 4 minutes où on parle d'actualité et où on crée un espace ponctuel où les étudiants peuvent nommer comment ils se sentent, sans débat, juste reconnaissance. Euh, on peut faire, euh, on peut faire des micro-groupes de discussion, donc en mélangeant des Québécois francophones et ceux ici de l'immigration et en leur donnant une question guidée. Par exemple, comment cet événement affecte-t-il notre vision du vivre ensemble? On peut aussi utiliser la technique du un fait, un ressenti, une question pour encadrer les discussions. Donc, on nomme le fait, on parle de ce que ça provoque comme émotion et on pose des questions à partir de cela. En utilisant cette technique, les profs n'évitent plus l'actualité et les étudiants s'engagent aussi parce qu'ils ont un cadre clair. Troisièmement, recruter des enseignants issus des minorités ethniques. En fait, pour les personnes issues de l'immigration, cela permet de voir des enseignants qui partagent leur culture
et cela peut les inspirer et les motiver. Ils peuvent les voir comme des modèles de rôle positifs. Aussi, la diversité du personnel enseignant montre que le milieu valorise toutes les cultures, ce qui réduit le sentiment d'exclusion ou d'isolement. De plus, ces enseignants peuvent bien saisir les défis culturels, linguistiques ou sociaux auxquels font face certains étudiants. Et pour l'avantage pour la majorité francophone, c'est que ça leur permet d'apprendre à connaître d'autres cultures, de remettre en question leurs préjugés et de mieux les préparer à vivre et à travailler dans une société diversifiée. On peut aussi intégrer l'interculturel dans les cours de manière concrète. Dans les cours de littérature, par exemple, on peut lire et analyser des œuvres littéraires d'auteurs issus de diverses cultures pour explorer des thèmes tels que l'identité ou l'immigration. Euh, En fait, les élèves issus des minorités ethniques peuvent se sentir inclus et représentés lorsqu'ils trouvent des livres qui reflètent leur propre expérience et identité culturelle, ce qui favorise leur sentiment d'appartenance et leur engagement dans l'apprentissage. On peut aussi organiser des ateliers où les étudiants écrivent des récits, des essais ou des réflexions inspirées de leurs différentes lectures ou par leurs propres expériences culturelles ou celles des autres. Euh, Cinquièmement, on peut organiser des concours culturels, que ce soit musicaux, artistiques, littéraires, vestimentaires, culinaires, en incluant des prix à gagner. Ces concours favorisent un espace d'expression sécuritaire où les étudiants pourront explorer divers aspects d'autres cultures et s'informer dans un lieu qui leur donne la possibilité de poser des questions qu'ils n'auraient pas osé poser ailleurs. On peut donner des thèmes transversaux pour favoriser les discussions entre les groupes. Les jeunes vont parler de ce qu'ils ont appris d'autres cultures, pas seulement la leur. Dans cette perspective, les concours deviennent des ponts et pas seulement des vitrines. Donc ça, c'était quelques propositions des participants à la recherche pour rendre l'institution collégiale plus inclusive. J'en ai présenté quelques-unes, mais la thèse en propose davantage. Je me limite surtout par souci de temps. En fait, on pourrait se demander comment on pourrait encourager les jeunes à participer aux différentes activités interculturelles que le Cégep met en place et attirer tous les étudiants, non seulement les personnes issues de l'immigration. Euh, ainsi, ainsi, pour favoriser la participation de tous, voici 4 actions concrètes. On peut co-créer les activités avec les étudiants. Donc, on demande la collaboration des étudiants pour mettre en place les activités. Euh, On peut donc créer, par exemple, un mini-comité des étudiants issus de l'immigration avec des étudiants québécois francophones et ces étudiants pourront amener leurs amis. Quand les étudiants ils contribuent à la mise en place d'une activité, ils participent et ils amènent leurs amis. Ça permet donc de mélanger les groupes. Deuxièmement, on peut faire des annonces directement en classe. Euh, pour que les deux groupes s'inscrivent, c'est une bonne idée de passer faire une annonce de 30 secondes en classe. Les annonces en classe favorisent davantage souvent la participation. Et donc, on va aller vers les étudiants plutôt qu'attendre qu'eux, ils viennent. On peut mélanger les équipes de façon intentionnelle dans les classes. Ne pas laisser les groupes se former seuls, sinon ils se reclassent automatiquement. Les étudiants issus de l'immigration se mettront ensemble et les Québécois francophones ensemble. Donc, une stratégie simple, on peut utiliser par exemple des bracelets de couleurs pour créer des équipes mixtes. On peut faire un tirage aléatoire pour former les groupes. Donc, concrètement, ça empêche que chacun reste avec les siens et ça favorise de vraies rencontres. Quatrièmement, on peut donner une valeur concrète aux activités parce que quand ça compte, les étudiants se déplacent davantage. Beaucoup d'étudiants participent plus facilement quand il y a un bénéfice concret. Par exemple, une attestation officielle de participation, une lettre de référence pour un stage ou un programme universitaire, ou une mention dans le dossier étudiant. Donc, avant de terminer, j'aimerais souligner l'importance de mettre en place des espaces d'expression
où les jeunes se sentent à l'aise et en confiance pour exprimer leurs idées librement. Euh, En fait, plusieurs des solutions évoquées dans cette recherche s'appuient sur l'art sous toutes ses formes. L'art est apparu dans cette recherche et selon les participants comme un moyen permettant aux jeunes de s'exprimer librement tout en évitant des malaises potentiels. Aussi, l'important en tant qu'intervenant ou enseignant, c'est d'être réellement conscient de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de la façon dont on représente les groupes issus de l'immigration lorsqu'on aborde des sujets sensibles. La manière dont on parle de ces groupes a un impact direct sur l'image qu'ils se construisent d'eux-mêmes et sur leur engagement scolaire. Comme on l'a vu, des étudiants ont été profondément dérangés par des propos stéréotypés tenus par des intervenants à l'égard de certains groupes. Des fois, il arrive qu'on attribue aux étudiants des minorités visibles des étiquettes dans lesquelles ils ne se reconnaissent pas. Ainsi, on va leur assigner des idées et des pratiques culturelles particulières uniquement parce qu'ils proviennent d'une région géographique spécifique, alors qu'en vérité, ces personnes peuvent tout simplement être très éloignées de ces pratiques. Je parle ici des stéréotypes qu'on attribue à certains groupes des minorités visibles. Euh, donc, même s'ils proviennent d'un pays particulier ou qu'ils pratiquent telle ou telle religion, ils sont tous uniques dans leur manière d'être. Il faudrait apprendre à voir ces personnes à travers leur personnalité et non à travers leur origine ethnique. Et donc, bien que la mise en place d'activités interculturelles soit nécessaire pour promouvoir les échanges et le rapprochement entre différentes communautés, cette mesure ne peut être dissociée de l'acquisition de compétences relationnelles respectueuses et inclusives face à la diversité culturelle, tant de la part des étudiants que des intervenants. Cette démarche favorisera non seulement un climat de respect et d'ouverture face à l'altérité, mais contribuera également à l'émergence d'une identité québécoise véritablement inclusive et enrichie par la diversité de ses membres. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus d'informations et plus de recommandations, plus de solutions aussi, il y en a énormément dans la thèse que vous pourrez consulter. Je vous remercie pour Merci. votre écoute.